Bonsoir et bienvenue pour votre rendez-vous politique du jeudi sur BFM Lyon. Lyon Politique au programme, vous le savez, chaque semaine une thématique en lien avec votre quotidien pour décrypter et mieux comprendre les problématiques dans la métropole de Lyon. Émission en partenariat avec Mac de Lyon et Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie. Et cette semaine, on va tout vous dire dans Lyon Politique sur la fête des Lumières, tradition pour tous les Lyonnais bien sûr. Elle débute mercredi prochain, c'est la première organisée par les écologistes. Alors à quoi va-t-elle ressembler? Faut-il s'attendre à des restrictions en raison de la crise sanitaire? Pour répondre à nos questions ce soir, la première adjointe de Grégory Doucet en charge des finances, de la commande publique et des grands événements est notre invité. Bonsoir Audrey Enoch. Bonsoir Elodie Poyade. Et bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation. La fête des Lumières donc qui débute mercredi prochain. 4 jours de festivités au cœur de Lyon. Des milliers de visiteurs, des touristes qui viennent de l'étranger également pour assister aux illuminations. Alors que le variant Omicron, bien sûr, inquiète en ce moment. Le taux d'incidence ne cesse d'augmenter dans le département du Rhône. Est-ce bien raisonnable d'organiser un tel événement dans ce contexte ? C'est un travail qui a été fait main dans la main entre la ville de Lyon et la préfecture, que je veux d'ailleurs remercier, puisqu'on a bien œuvré pour assurer la sécurité des visiteurs. Et donc le préfet de région a pris un arrêté mardi pour rendre le port du masque obligatoire sur l'ensemble du périmètre de la fête des Lumières pendant les 4 jours, du 8 au 11 décembre. En fait, même au 12 matin, 5h du matin pour être précise, le port du masque sera obligatoire pour les plus de 11 ans de partout. Et comme c'est un événement en plein air, c'est quand même un élément très rassurant. Le deuxième élément de ce protocole de sécurité, c'est le pass sanitaire qui est obligatoire dans les 5 établissements recevant du public qui sont clos et dans lesquels il y aura la fête des Lumières. Le pass sanitaire pour les lieux clos donc, de cette fête des Lumières. En revanche, il ne sera pas demandé en extérieur. C'est compliqué de le demander sur un tel événement? C'était compliqué, puis ça n'a pas vraiment de sens parce que le périmètre de la presqu'île est quand même très vaste. Il y a des gens qui y vivent, qui viennent y faire des courses, qui passent pour différentes raisons et donc on ne pouvait pas instaurer en réalité un contrôle sérieux de ce pass sanitaire sur ce périmètre. Le port du masque obligatoire, ce sera suffisant pour assurer la sécurité des visiteurs pour cette fête des Lumières, ou on peut envisager dans les prochains jours peut-être d'autres mesures qui seront prises? Je ne pense pas que ce sera nécessaire. On est quand même sur un événement en plein air, avec le port du masque obligatoire, avec une couverture vaccinale qui est importante. Vous savez, il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus. Et donc, autant on comprend qu'il y a des activités qu'on pourra plus faire ou moins faire ces temps-ci, notamment dans des lieux clos et sans masque, autant tout ce qui peut être fait en sécurité, il faut le faire à 100% pour pouvoir continuer à vivre avec le virus. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous retrouver dans la même situation que l'an dernier, avec simplement une reprise épidémique qui a 2-3 semaines de décalage ? C'est vrai qu'on s'adapte à la situation sanitaire. La fête des Lumières aurait eu lieu en janvier. Peut-être qu'on aurait dû l'annuler parce qu'on ne sait pas ce que va donner cette 5e vague sur le plan sanitaire. Aujourd'hui, les hôpitaux ne sont pas saturés. On a eu des échanges avec la préfecture, avec l'ARS. Et s'ils nous donnent leur accord, c'est vraiment qu'on peut déambuler en plein air avec le masque en toute sécurité. Vous avez fait référence à la vaccination. Ça vous suffit à vous rassurer sur l'éventuelle création de clusters et justement de saturation des hôpitaux s'il y avait, parce que c'est une fréquentation très très importante, la fête des Lumières, et avant que le Covid éclate, il y a eu des événements, que ce soit à l'OL Land ou ailleurs, qui ont été mis en cause justement par la quantité de personnes, y compris en extérieur. Ce qui me rassure le plus, c'est l'obligation du port du masque dans tout le périmètre de la fête. On va vraiment mettre le paquet sur la communication pour rappeler à tout le monde de mettre son masque. C'est ce qu'on voit en premier sur le site fêtesdeslumières.lyon.fr. Il y aura aussi des affichages pour rappeler il y aura du personnel pour le rappeler. Il y aura aussi des boucles radio pour nous le dire. Il y aura du personnel aussi, toutes les personnes qui feront les entrées et les sorties sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire les 470 agents financés par la ville
pour la fête des Lumières, ainsi que le reste du personnel de sécurité, rappellera aussi le port du masque obligatoire. Et enfin, comme c'est un arrêté du préfet, ça permet aussi de verbaliser ceux qui ne porteraient pas le masque. Il y aura un dispositif particulier, justement, des contrôles parce qu'on sait que le masque, aujourd'hui, il n'est pas toujours forcément très bien porté. On le voit notamment dans les stades de foot, en extérieur, mais où le masque est difficilement gardé pendant toute la durée d'une rencontre. Là, il y aura un dispositif, un dispositif pour faire ces contrôles-là. Oui, tout à fait. Il y aura des contrôles aléatoires sur tout le périmètre. Et puis enfin, tous les réceptifs, les cocktails, la soirée de gala des partenaires ont été annulés pour plus de sécurité, parce qu'en effet, c'est quand on enlève le masque que le risque arrive. Alors, on va mettre de côté un petit peu cette crise sanitaire pour parler de la fête des Lumières proprement parler, parce que c'est elle qui nous fait rêver. Grégory Doucet, sur ce plateau, il y a quelques semaines, nous a promis une édition féerique pour cette année. On va revenir sur le programme avec vous dans un instant, bien sûr. Mais d'abord, parole aux Lyonnais, évidemment. C'est avant tout leur fête, cette fête des Lumières. Écoutez ce qu'ils nous ont dit à ce sujet. C'est vraiment une tradition de Lyon, et quand je sais que j'ai des amis qui habitent pas à Lyon, et quand on leur dit fête des Lumières, ils pensent directement à Lyon, et c'est vrai que c'est quelque chose dont on est fiers quand même, parce que c'est qu'à Lyon. Oui, voilà. Et ça représente Lyon aussi. Non, la fête des Lumières, c'est bien, et l'ambiance et tout, quand tu sors avec tes copains, c'est bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse ambiance, mais s'il y a du monde, hein. Pour moi, la fête des Lumières, c'est un peu classique, puisque j'ai grandi là, du coup. Je me rendais pas compte, mais au final, j'ai compris que c'était une fête énorme. Et du coup, ouais, j'y vais tous les ans avec ma famille à Bellecour. Là, il y a des grands événements avec la grande roue aussi. Et du coup, moi, je trouve ça pas mal. Ouais, bah oui, ça nous rend fiers. Il y en a pas dans toutes les villes, des fêtes de la lumière. Moi, je la fête depuis toujours, la fête des Lumières avec mes parents et Noël avec la famille. Et je pense que c'est vraiment bien la fête des Lumières parce que c'est un peu symbolique. C'est symbolique, ça fait rêver, on le voit, ces jeunes qui ont des étoiles dans les yeux quand ils en parlent. Pour vous, Audrey Enoch, cette fête de lumière, elle représente quoi aussi? C'est une tradition, c'est le passage incontournable à Lyon au mois de décembre. Oui, c'est vraiment un temps fort pour les Lyonnais, et merci pour ces images. On voit la fierté des jeunes d'être dans une ville qui organise un tel événement, un grand événement populaire, gratuit, qui met en avant en fait la beauté de notre patrimoine, avec à la fois le côté grandiose des œuvres sur le plan artistique, mais aussi la prouesse technique. Alors justement, les œuvres, il y en a 31 à découvrir cette année sur une trentaine de sites. On va notamment découvrir une vague en plein milieu de Bellecour, un lapin dans la lune, place des Terreaux, des cadres lumineux, place de l'Arrêt, 3 œuvres au parc de la Tête d'Or et un nouveau lieu entièrement dédié à la famille. Je sais que ça vous tenait à cœur dans le parc Blandan. C'est une première. C'est vraiment une volonté de votre part d'étendre cette fête des Lumières à toute la ville pour tous ses habitants, des plus petits aux plus grands. Tout à fait. En fait, on a voulu, notre nouvelle majorité, garder tout ce qui est positif dans la fête et qu'on a entendu dans votre reportage, le côté grandiose, féerique, le fait de se retrouver en plein air. Donc ça, c'est ce qui fait en fait la force de cette fête et on le garde. Par contre, ce qui était à améliorer, c'est la facilité pour l'ensemble de la population à pouvoir profiter de la fête. Et on y a travaillé à la fois en essayant d'étendre la fête dans des nouveaux lieux, comme le parc Blandan, dont vont bénéficier particulièrement les habitants du 7e arrondissement, mais aussi du 3e et du 8e, parce que c'est à côté. Et puis s'adresser à certains publics qui peuvent avoir des difficultés à profiter de la fête, tels que les enfants. Et c'est pourquoi on a pensé à plusieurs choses pour eux, dont ce lieu qui va être assez magique sur le parc Blandan, puisque l'idée c'est de reconstituer une fête foraine, mais moderne, avec une dizaine de stands lumineux, sonores, interactifs, où les enfants et leurs familles pourront profiter de la fête des Lumières. Une fête des Lumières à hauteur d'enfants, c'est ce que vous avez promis. On parle de l'accessibilité, justement. Est-ce qu'il y aura des mesures spécifiques également qui ont été prises pour l'accès à cette fête des Lumières aux personnes en situation de handicap? Tout à fait. Une page dédiée va être ouverte dans les heures qui viennent sur le site de la fête des Lumières, pour indiquer aux personnes à mobilité réduite comment accéder plus facilement à la fête. Un parking spécifique leur est dédié aussi sur le quai Jean Moulin. Et surtout, nouveauté, j'ai tenu à ce que sur cette page, il y ait un questionnaire
pour que les personnes puissent indiquer les aspects positifs ou les difficultés qu'elles ont rencontrées pour accéder à la fête. Pour pouvoir améliorer l'année prochaine. Et deuxième chose, on constitue un groupe test avec une structure qui s'appelle Access et une représentation de la commission communale d'accessibilité pour avoir un retour terrain réel dès cette année 2021 pour, comme vous le dites, améliorer les choses en 2022. On a l'habitude, lors de cette fête, de voir des projections sur les bâtiments. Est-ce qu'il y en aura encore ? Oui, il y aura des projections sur les bâtiments, ce qu'on appelle le mapping. C'est notamment ce qui est prévu au terreau, avec le lapin dans la lune, l'œuvre du Mexicain Renato González Gutiérrez, qui va être très belle. Mais il y en a quelques-unes d'autres d'œuvres projetées, notamment à Saint-Paul, où ce sont des jeunes artistes qui vont faire un mapping qui va être particulièrement intéressant. Et cette débauche d'énergie, de consommation, est-ce bien écologique ou est-ce que vous avez pris des mesures spécifiques pour que ce soit moins énergivore, cette fête des Lumières ? Alors en fait, contrairement à l'idée reçue qu'on peut avoir, ce type d'illumination consomme peu d'énergie. Par exemple, une illumination, encore un mapping, par exemple, sur la cathédrale Saint-Jean, c'est autant de consommation qu'un grille-pain. Branché certes en permanence, mais juste un grille-pain. Donc en fait, la consommation a beaucoup baissé grâce au LED et à d'autres techniques qui sont utilisées pour essayer de réduire un maximum la consommation. Est-ce que certains vont pas se demander si c'est bien cohérent avec votre volonté, par exemple, de réduire les panneaux lumineux ? Quels panneaux lumineux ? Il y a eu un plan au début du mandat pour dire que les panneaux d'affichage lumineux étaient trop consommateurs d'énergie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence avec une fête des Lumières ? Si ces panneaux lumineux étaient pour faire de la publicité, c'est encore un autre sujet. En effet, il faut essayer de la réduire. Mais c'est plus la publicité que la consommation d'énergie qui vous gêne. Oui, la consommation d'énergie aussi, c'est en effet un sujet. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites. D'ailleurs, pas que par la ville, aussi par les artistes, pour avoir des produits qui sont moins consommateurs, pour avoir du recyclage, du réemploi du matériel. C'est notamment le cas de l'œuvre de Cathy Olive, qui réutilise des néons qui ont déjà été utilisés pour les nuits sonores dans le passé. Mais ceci dit, il y a un travail important à faire pour améliorer quand même l'éco-responsabilité de la fête. Et c'est pourquoi, à partir de l'année prochaine, dès 2022, on se lance dans un challenge qui est assez important. C'est d'obtenir pour la Fête des Lumières le label des événements durables qu'on appelle ISO 20121 et qui va permettre sur toute une série d'aspects, pas que la consommation d'énergie, mais aussi la question des transports, la question de la gestion des déchets, la question du déplacement des visiteurs, etc., de tendre vers une fête qui ait un impact le plus faible possible sur l'environnement. Est-ce qu'il y aura des animations qui portent sur la sensibilisation au thème écologique ? Alors, dans l'appel à projet, c'est pas ce qu'on demande aux artistes. Nous, on laisse libre cours à leur c'était pas côté dans le cahier artistique. Des charges. Non, c'était pas dans le cahier des charges. Est-ce qu'il y en a qui l'ont proposé spontanément en espérant être retenus ? On peut constater que, comme la population qui a voté pour des écologistes, les artistes ont une conscience écologique de plus en plus forte. Et en fait, d'eux-mêmes, ils ont soit proposé des techniques, comme je l'indiquais avec Cathy Olive, qui sont moins consommatrices de matériel et d'énergie, ou soit choisi des thèmes qui rappellent la question de la nature, de la protection de la faune et de la flore. Par contre, ce que nous, on a fait, pour compléter, c'est qu'on a quand même dans les modalités de sélection en fin de course des appels d'offres, rajouté un critère environnemental de 15% qui nous permettait de choisir, d'intégrer en tout cas ce critère dans le choix des œuvres. Est-ce qu'avec cette fête, vous voulez montrer que les écologistes ont aussi le sens de la fête, parce qu'on leur reproche souvent de passer leur temps à annoncer la fin du monde ? Peut-être, en effet, on a le sens de la fête et on a hâte de profiter de la Fête des Lumières. Alors, parmi les créateurs cette année de cette Fête des Lumières, il y a beaucoup de jeunes, il y a 150 étudiants également qui participent. C'est un tremplin évidemment pour eux, cette Fête des Lumières. C'était une envie de votre part aussi de mettre les jeunes artistes à l'honneur dans cette Fête des Lumières ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a à la fois les étudiants qui sont mis à l'honneur autour de la place Satonnet, où on aura les créations des étudiants dans le champ artistique de 2020, parce qu'ils n'ont pas pu exposer en 2020, et 2021. Donc ça, c'est important. Il y a également les jeunes professionnels qui sont mis en avant,
notamment autour de l'œuvre à la gare Saint-Paul dont on parlait tout à l'heure. Et ça, ce sont des éléments qui sont pour nous très importants. Et puis enfin, une forte volonté de renouvellement sur cette édition, puisque sur 31 œuvres, 19 artistes n'avaient jamais encore exposé à la Fête des Lumières. Alors chaque année aussi dans cette fête des Lumières, on le sait, la ville choisit une association qui bénéficie des recettes de l'opération des Lumignons du Cœur. Votre choix s'est porté sur Gaëlis, association d'étudiants à Lyon. Ils espèrent d'ailleurs pouvoir ouvrir une 3e épicerie solidaire à Lyon grâce aux Lumignons. Ce choix, après ces presque 2 ans de crise sanitaire, c'était une évidence. Vous vouliez mettre les étudiants à l'honneur, pouvoir les aider. On voulait absolument aider une association qui avait particulièrement œuvré dans la période de crise sanitaire. Et c'est vrai que Gaëlis nous a convaincus, puisque à la fois, comme vous le dites, les étudiants ont beaucoup souffert et souffrent encore d'ailleurs des conséquences de cette crise sanitaire. Et qu'en plus, l'association Gaëlis avait la possibilité de mobiliser assez de bénévoles pour tenir cette opération, qui est quand même assez chronophage. Et en plus, comme vous l'avez dit, nous propose un projet. C'est pas juste obtenir des financements pour le fonctionnement de l'association, c'est ouvrir une 3e épicerie sociale et solidaire, et ça c'est très important. C'est essentiel en ce moment, on l'a vu avec cette précarité alimentaire notamment qui touche les étudiants pendant la crise. Les Lumignons du Cœur, on en est où? Ça se passe bien? Les ventes avancent bien à quelques jours du lancement? Ils vont pouvoir rentrer dans leurs objectifs? Ils vont pouvoir rentrer en effet dans leurs objectifs et vendre les 40 000 lumignons physiques qu'il est prévu de vendre, je pense. Mais je rappelle aussi aux téléspectateurs qu'on peut acheter des e-lumignons pour continuer à soutenir l'association. Et donc, le but de l'opération, c'est soit d'acheter des e-lumignons, soit des lumignons pour les mettre à nos fenêtres, ou de venir place des Jacobins, où on a reconstitué une forêt de lumière en forme de fleurs et différentes plantes, et où les visiteurs pourront déposer des lumignons au sol pour constituer des fleurs de lumière de solidarité. Donc c'est vraiment une belle opération aussi sur la place des Jacobins. Avez-vous des craintes pour la sécurité de cet événement? Le risque terroriste n'a pas disparu. Est-ce que la préfecture, avec qui vous êtes en lien, vous a fait part de risques particuliers? Nous n'avons pas de crainte parce qu'en effet, les forces de l'ordre seront déployées de manière très 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 importante avec les différents services de l'État, des pompiers aussi, pour sécuriser le périmètre de la fête. Il y a vraiment une habitude puisque malheureusement, ça fait plusieurs années que la Fête des Lumières est considérée en plan hors sec avec un poste de sécurité qui est ouvert quelques heures avant le début de la fête. Et les quelques élargissements qu'on a réussi à obtenir cette année, notamment aux subsistances et au parc Blandan, sont sur des lieux qui sont très facilement sécurisables et qui seront sécurisés pour les visiteurs. Donc non, aucune inquiétude, on peut aller déambuler en toute sécurité dans Lyon. Est-ce que vous avez prévu un dispositif particulier, un dispositif anti-rodéo? On sait que les Dalton, notamment, aiment bien les événements médiatiques pour s'illustrer. Ils sont venus plusieurs fois à Lyon ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a un dispositif anti-rodéo pour cette fête des Lumières? Il y a un dispositif anti-voiture bélier. Avec le plan hors sec, donc les Dalton, ils passeront pas. Il n'y a aucun risque pour les visiteurs, il n'y aura aucun problème de rodéo pendant la Fête des Lumières. Est-ce que vous avez été surprise de cette affaire de favoritisme concernant l'édition 2018 de la Fête des Lumières? Ça concerne l'illumination de Fourvière, un marché à 200 000 €. Un scénographe, un producteur sont soupçonnés d'avoir eu des informations privilégiées pour adapter leur offre et remporter ce marché. Est-ce que c'est une affaire qui vous a surprise? C'est une affaire qui concerne des personnes, que ce soit agents ou élus, qui sont plus à la ville de Lyon aujourd'hui. Donc je préfère laisser la justice faire son étude, son enquête, sans interférer. Sans interférer. Je n'ai pas les éléments, évidemment, qui sont dans les mains de la justice. Est-ce que la ville de Lyon a l'intention de se porter partie civile dans cette affaire? Non, je pense pas. Je pense pas. Enfin, en tout cas, je laisse la justice pour l'instant continuer son enquête dans cette affaire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'édition actuelle et les prochaines, on est particulièrement regardant. Et puis, par ailleurs, je préside la commission d'appel d'offres pour que les procédures soient suivies de manière très très rigoureuse et qu'on n'ait pas de risque d'échanges illégaux.
entre les artistes des artistes et la direction artistique de la Fête des Lumières avant l'attribution des marchés. On va passer aux autres grands événements prévus. Mais d'abord, c'est peut-être une question piège pour vous qui avez organisé cette Fête des Lumières, même si je me doute un peu de votre réponse. Votre coup de cœur pour cette Fête des Lumières 2021, si vous deviez aiguiller les Lyonnais qui nous regardent ce soir, on l'a dit, il y a 31 œuvres, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas manquer dans cette Fête des Lumières? Question difficile parce qu'il faut tout aller voir. Je crois que je serais curieuse de voir ce que vont donner les illuminations du Parc de la Tête d'Or, puisque cette année, on renforce les œuvres au Parc de la Tête d'Or avec 3 œuvres. Donc je pense que j'irai en priorité au Parc de la Tête d'Or. Mais il y a beaucoup d'autres œuvres qui seront magnifiques, telles que le Phénix aussi sur la place Pradel. Et puis évidemment, c'est à ça que vous pensiez peut-être, évidemment, le Parc Blandan. Effectivement, je pensais que vous alliez me dire Parc Blandan. Moi, personnellement, la vague à Bellecour, je ne sais pas si vous avez vu Lionel, ça m'intrigue un peu. Vous allez y aller aussi, j'imagine, oui, à cette Fête des Lumières. Il y a aussi des ricochets sur le lac de la Tête d'Or, qui est un nouveau lieu, je crois. Donc, il peut être intéressant à voir en famille. On verra ça à partir de mercredi 8 décembre, donc pour cette Fête des Lumières. Grégory Doucet a annoncé également son désir de créer une fête de l'eau à Lyon pour reconnecter les Lyonnais au Rhône et à la Saône. On a évoqué la date de juin 2022 pour la première édition. Vous en êtes où? Elle va se faire, elle va ressembler à quoi cette fête de l'eau? Alors cette fête de l'eau, elle avance. Ce sera le premier week-end de juillet en fait, du 1er au 3 juillet. Donc bloquez vos agendas, surtout si vous êtes kayakiste ou vous aimez les déambulations en ville, puisque l'idée en fait de cette fête, c'est de permettre aux Lyonnais et Lyonnaises de se reconnecter avec leur cours d'eau, parce qu'à Lyon, on a quand même la chance d'avoir un fleuve, une rivière formidable qui font confluence dans notre centre-ville, et donc on souhaite se réapproprier ces cours d'eau et puis l'eau en général, qui est évidemment source de vie, source de biodiversité. On a parlé de joutes, notamment de carnaval. Tout à fait. Alors, on aura 3 thèmes. On aura un thème autour de célébrer l'eau, où il y aura des joutes, des activités sportives sur l'eau, aussi un grand défilé, des guinguettes, différentes activités. On va faire un appel à projet pour demander aux associations sportives et d'éducation populaire leurs idées pour cette fête de l'eau. Et puis, il y aura d'autres thèmes qui seront autour de découvrir l'eau et les fleuves et de les protéger, avec plutôt des conférences scientifiques pointues ou très grand public et pédagogiques. Elle va se passer sur 2 jours, du coup, le samedi et le dimanche. Exactement. Donc c'est une volonté pour la ville de Lyon de reconquérir un peu ses fleuves, au-delà des berges du Rhône. Il y a le projet de Rive Droite, de réconcilier les Lyonnais avec leurs fleuves et la rivière de la Saône. Oui, tout à fait. C'est vrai que par le passé, vous pouvez le savoir en allant voir la très belle exposition Les Pieds dans l'eau au musée Gadagne. Les Lyonnais allaient beaucoup plus sur l'eau pour se baigner, pour travailler, pour différentes raisons. Et on a le souhait de se rapprocher de nouveau du fleuve avec beaucoup d'aspects. La question de l'aménagement urbain, en effet, le travail sur la rive droite, mais aussi on réfléchit sur la question de piscine sur le Rhône ou la Saône peut-être à l'avenir. Et puis tous les sports aquatiques qu'on peut faire, la question aussi des jeux d'eau pour se rafraîchir en été, et puis également enfin une réflexion sur cette ressource qui malheureusement est en danger, quand on sait que le débit des fleuves va diminuer dans les années qui viennent, et la question de la qualité de l'eau, de la pollution et de la protection. Cette nouvelle fête, ça veut dire que la ville de Lyon, malgré la crise, a encore les moyens d'organiser de grands événements. Oui, mais malgré la crise, les finances de la ville se portent relativement bien, puisqu'on a la chance d'avoir une ville dynamique qui a des ressources. Et puis on espère, pour la fête de l'eau, pouvoir attirer des mécènes, des entreprises qui seront prêts à nous aider, puisque cette fête aura beaucoup de sens en termes, une nouvelle fois, d'animation, de vie ensemble, de communauté, mais aussi cette réflexion sur la protection de la ressource en eau et la biodiversité. Ce sera évidemment l'un des grands événements de cette année 2022 à Lyon. Quels sont les autres grands événements sur lesquels vous allez travailler pour l'année 2022 ?
La ville de Lyon fait beaucoup de grands événements, mais qui ne sont pas forcément nouveaux en 2022, puisque la ville gère en régie le festival Tout le monde dehors, par exemple, la fête de la musique. J'ai beaucoup d'événements qui s'organisent chaque année et qui vont de nouveau avoir lieu en 2022. Et puis, pour 2023, la Coupe du Monde de rugby et ensuite les JO. Paris 2024 qui auront aussi des répercussions sur notre territoire. Et pour tous ces événements, vous vous tenterez d'avoir le label que vous évoquiez tout à l'heure pour la Fête des Lumières? Exactement, le label de management des événements durables. On souhaite l'obtenir, avoir vraiment le label, sans doute en 2023 pour la Fête des Lumières, puisqu'il faut un peu du temps pour déployer cette méthodologie. Et ensuite, on appliquera ce label, cette méthode, à l'ensemble des grands événements organisés par la ville de Lyon. Merci Audrey Enoch d'avoir été notre invitée. La Fête des Merci. Lumières, donc vous l'attendez tous, on en a été privé l'an dernier. C'est à partir de mercredi jusqu'à samedi 11 décembre, donc une trentaine d'œuvres à découvrir un peu partout. La nouveauté Parc Blandan, notamment pour les enfants. N'hésitez pas à y aller pour cette fête foraine que vous nous avez réservée. Donc merci d'avoir été notre invité dans Lyon Politique cette semaine. Merci Lionel, on se retrouve jeudi prochain. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.